Cette année, on a lancé Frisbee et le pitch est aussi simple que redoutable. Avec Frisbee, vous avez accès très facilement tous les mois à au moins 10 micro-influenceurs qui vont pouvoir mettre en avant votre marque dans un post sur LinkedIn. Et le process est le suivant. On a d'abord besoin de savoir quelle offre vous allez pouvoir mettre à disposition des créateurs. Par exemple, 6 mois gratuits, 12 mois gratuits, 1 an et demi gratuit, 2 ans gratuits. Plus l'offre sera belle, plus vous avez de chances d'attirer les meilleurs créateurs et créatrices. En numéro 2, quelle offre vous allez mettre à disposition des audiences de ces créateurs. Par exemple, un free trial de 15 jours, de 30 jours ou même de 2 mois. Encore une fois, plus l'offre est belle, plus vous augmentez vos chances de conversion. Et enfin, il vous suffira juste de nous mettre à disposition un lien UTM pour traquer les résultats de l'OP et un Media Kit avec vos éléments de langage, vos images, vos vidéos, vos gifs pour illustrer les posts des créateurs. Et ensuite, de notre côté, en un, on va recruter déjà 10 micro-influenceurs pour vous et on va coordonner tout le processus de A à Z. Ensuite, on va pouvoir centraliser tous les résultats, les liens de chaque post et leur reach affilié. Et dès la fin de l'opération, nous pourrons vous envoyer toutes les datas reliées à votre campagne. Le nombre de clics, le nombre de vues et le taux d'engagement. C'est simple, non? En matière de résultats attendus, je peux te donner un exemple très simple d'une campagne qu'on a menée pour Notion le mois dernier. Notion nous avait demandé un pack de 15 micro-influenceurs. Nous avons donc recruté 15 micro-influenceurs qui ont fait 15 posts sur leur compte LinkedIn. Résultat, plus de 115 000 vues en cumulé et pour un prix de seulement 1 000 €. Ce qui fait environ 50 € par post et moins de 10 € les 1000 vues. C'est tout bonnement imbattable. Et si vous voulez tester, vous pouvez cliquer sur le lien ci-dessous. Et à très vite sur Frisbee. Et c'est bon, ça enregistre, ça fait plaisir. Du coup, je suis avec Jordan, CEO de Bulldozer pour ces épisodes un peu hors série de l'été. Ce petit stock du coup fait avec nos amis de Riverside. Donc là, si vous écoutez cet épisode, normalement, on sera, je pense, en plein mois d'août. J'espère qu'il fera très beau, que l'été aura enfin commencé en France et que vous allez vous régaler sur la route, sur la plage, en train de siester ou alors à la fraîche sous les draps avec Jordan et moi. On va rester 3/4 d'heure, 1 heure et quart ensemble selon le débit et je me rends compte que cette intro comme d'habitude est beaucoup trop longue. Du coup, je vais donner la parole à Jordan. Est-ce que tu peux te présenter et ensuite comme ça on pourra enchaîner. Yes, eh ben, merci Hugo pour l'invitation, ça fait très plaisir. Donc moi je suis Jordan Chenevier, comme tu l'as dit, je suis le CEO cofondateur de Bulldozer. Donc nous chez Bulldozer, globalement, on est un collectif d'experts en marketing et growth. On travaille majoritairement avec des boîtes qu'on appelle sales-led, donc c'est des boîtes qui ont des commerciaux. Voilà, et je suis effectivement, comme tu l'as mentionné, beaucoup dans la création de contenu, beaucoup sur LinkedIn. J'ai également un podcast qui s'appelle Conquête. Et avant ça, j'ai été notamment le CMO d'une boîte qui s'appelle Germinal. Et c'est ça qui a mis le pied à l'étrier à la création de contenu pour ma part. Donc voilà. Alright, bah écoute, merci pour cette intro. Alors c'est vrai que sans rester 1 heure sur l'aventure Germinal, parce que je pense que tu en as parlé de long et de long en large. Toi, c'est à cette époque que tu as mis, on va dire, un premier pied dans la création de contenu ou c'est déjà quelque chose qui faisait partie intégrante on va dire, de tes habitudes business? Ah non, alors moi franchement, je pense que avant d'être chez Germinal, je pense que j'avais un avis sur la création de contenu qui est l'avis de la grande majorité des gens qui consomment du LinkedIn, etc. C'est-à-dire, laissez-moi tranquille, je veux faire mon truc dans mon coin, pas besoin de m'exhiber sur les réseaux, tu vois, vraiment ce mindset-là. Mais bon, je suis tombé dans une boîte où le CEO était un taré de la création de contenu. Et il nous a un peu le chef de LinkedIn à l'époque. Ah ouais, clairement. Et donc il nous a vivement encouragé à nous y mettre. Et puis j'ai très vite, donc je me suis dit pourquoi pas, parce que j'aime bien expérimenter. En fait, j'ai très vu les effets positifs de la création de contenu. Et donc une fois que tu ressens les effets positifs de ça, en fait, c'est difficile de s'arrêter. Bah, c'est ça, en fait, c'est un peu comme quand le dealer, si te file ta première dose de crack, en général, t'en reveux parce que c'est facile. Donc, je sais que la métaphore était dégueulasse, je vous prie de m'excuser, mais c'est un petit peu ça, en fait. C'est vrai que quand on y a goûté, en fait, on devient vite un petit peu accro à ça. Alors après, on pourrait parler pendant des heures de pourquoi on en devient accro, mais c'est vrai, t'as raison. C'est qu'en fait, les effets cumulés, alors pas au bout d'une semaine, 2 semaines, 3 semaines, mais au bout, voilà, de même 1 mois, 1 mois et demi, 2 mois, tu les ressens très très vite en fait sur ton pipe de lead, sur ton taux de réponse à tes messages sortants ou quoi. Enfin, c'est quand même assez crazy là-dessus quoi. Ouais, complètement. Et
encore une fois, j'étais assis à côté d'un homme qui recevait je sais pas combien de messages chaque semaine parce qu'il créait du contenu, tout ça. Donc, quand tu vois le petit signal chez toi, tu as un peu cette espèce de petite étincelle où tu te dis, attends, il y a peut-être un truc, et qu'à côté de toi, il y a quelqu'un qui clairement est là-dedans. En fait, t'es obligé de constater que, bon, ok, en fait, moi aussi, je suis sur ma rampe de lancement, et en fait, il suffit de patienter, tu vois, de continuer, de grind le truc, et à un moment donné, ça paiera, c'est certain. Et toi, du coup, comment ça s'est passé? Donc, tu as commencé à créer du contenu à l'époque chez eux, parce que toi, t'étais quoi? T'étais CMO hein, chez Germinal. Ouais, alors au moment où j'ai commencé à créer du contenu, j'étais pas encore CMO. En gros, moi, j'ai été le Ouais. premier employé de la boîte, donc j'étais gross au début, tu vois, je faisais de la presta chez des clients, voilà. Et puis, au fur et à mesure des années, bah, j'ai, on va dire, grimpé les échelons pour arriver en tant que CMO. Mais oui, au début, je postais du contenu parce que je voulais contribuer au business et que je me disais, ah bah c'est pas mal. Je voyais que ça permettait de développer un branding personnel, une marque personnelle. Et je me disais, bah voilà, pour ma carrière, en fait, ça me servira. Alright, ok. Donc après l'aventure Germinal c'est terminé. Toi, tout de suite, tu montes le collectif Bulldozer ou est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe un petit peu entre les deux? Il se passe un truc entre les deux. En gros, bon, Germinal, on faisait de la prestation de service en gross. Tu sais, quand tu quittes une boîte, tu sais, généralement, t'as pas envie de retourner dans le même truc tout de suite, quoi. Tu sais, tu te Ouais. dis, bon, c'est bon, j'ai vécu ça pendant 3 ans, bon, j'ai envie de voir autre chose, quoi. Donc, moi, j'ai quitté Germinal en me disant, je vais monter un ou des business. Je savais pas exactement quoi. Je savais que je voulais être entrepreneur, mais je savais pas exactement ce que je voulais faire. Donc, j'ai un peu testé des trucs. J'ai monté un e-commerce, j'ai commencé des discussions, tu vois, avec eFounders pour monter une boîte avec eux. Enfin, je me suis cherché en fait. J'ai fait un peu de freelance. Et Ouais, en fait, c'est puis, ça. En fait, t'as lancé plein de cannes à pêche et après, t'as regardé en fait quel poisson elle est morte, quoi. exactement. Et en fait, ce qui est marrant en fait dans la création de Bulldozer, c'est que donc avec mon associé Enguerrand, en fait, on se disait ah bah tiens, t'as entendu parler de ce truc là, les collectifs. Moi, je fais du freelance de mon côté, tu fais du freelance de ton côté. Franchement, ça ferait plaisir qu'on bosse ensemble. Viens, on dit qu'on est un collectif et puis en fait, on voit si on arrive à En faire du fait, on est business deux, ensemble. quoi. Tu vois. Voilà. Et puis, ah, mais attends, moi je connais un gars qui peut nous aider, je connais une nana qui peut nous aider. Enfin, tu vois un peu le truc, quoi. C'est hyper organique comme chose. Et puis, bah, moi j'ai essayé de monter un business de mon côté, lui il essayait de monter un business de son côté. Et puis on se disait, bah, Bulldozer c'est un side business, tu vois. Et puis en fait, force est de constater que ce qui devait être notre business principal, ça fonctionnait pas. Mais bah, Bulldozer, ça bulldozait, tu vois. Donc, à un moment donné, on s'est dit, on s'est assis autour d'une table en se disant, mais mec, attends, en fait, ce que tu fais de ton côté, ça marche pas. Ce qu'on fait ensemble, ça cartonne. On adore bosser ensemble. Viens, on essaye de passer full time là-dessus et de voir comment ça peut avancer. Et donc, une anecdote que je donne parce que c'est assez représentatif en fait de la démarche dans laquelle on était avec Bulldozer, c'est que notre premier client on le signe en janvier 2022 et la société Bulldozer, donc ça fait 2 ans et demi. Et la société Bulldozer est créée depuis août 2023. Donc tu Ah vois, ouais, donc en fait, au début, vous étiez ça fait avec même vos pas un micros, an. quoi. Exactement. Ça fait même pas un an en fait que la société Bulldozer elle existe. Nous, notre tout premier bilan là, c'est au 31 décembre 2024. Et en fait, pendant 18 mois, et ben moi, vu que j'étais monté en SASU, ouais, j'étais monté en SASU, vu que j'étais monté en SASU de mon côté, et ben je lui ai dit, bah en fait, viens, moi je facture tout de mon côté, c'est moi qui facture, l'admin, etc., etc. Et puis on tient une comptabilité commune, et puis tous les mois tu m'envoies ta facture de ce qui te revient, tu vois. En fait, pendant 18 mois, on a fonctionné comme ça. Et tu vois, en fait, c'est assez représentatif en fait de l'intention qu'on avait au départ avec Bulldozer. Et je pense que c'est aussi un truc top parce que ça nous a permis, avant de nous associer, tu vois, souvent les gens ils se disent, viens, on s'associe, on monte un business. Et nous, on a monté un business et ensuite on s'est associé. Et en fait, je pense que c'est une des raisons aussi pour lesquelles aujourd'hui on arrive si bien à travailler ensemble. C'est parce qu'on a d'abord commencé à faire du business ensemble pendant 1 an et demi avant de monter vraiment la structure, tu vois. Mais je suis mille fois d'accord. Et puis en plus, tout à l'heure, t'as parlé de Exa, hein, du coup, Exa qui est
la référence des startup studios européens et même voire mondiaux. Donc Exa, hein, ex eFounders, même si eFounders maintenant c'est un startup studio dans le startup studio. Donc Thibaut Elzière, tout le monde connaît. Exa eFounders, déjà je crois 3 licornes à leur actif. Hein. On leur doit les Spendesk, Front, Aircall. Dans les plus récents, il y a des Folk dont on parle souvent ou quoi. Donc voilà. Donc et eux, justement, c'est un startup studio, ils trouvent leur co-founder. Et pareil, Thibaut, il m'expliquait que, en fait, avant vraiment plus que de se taper dans la main, de monter la boîte, des fois, il peut se passer 6 mois, 1 an, quoi. Parce que voilà, ça montre que d'abord, il faut faire les choses, et après, on met quelque chose de plus officiel. Tout comme aujourd'hui, on lance un business avant je sais pas, même de créer un logo, un site internet, qui va te coûter 10 000, de déposer à l'INPI. Enfin, d'abord, faites les choses, testez, si ça marche, là, voyez plus long terme, quoi. C'est un petit peu ça l'apprentissage de ce que tu nous dis, quoi. Ouais, complètement. Complètement. Et aujourd'hui, vous, c'est quoi un peu l'ICP, enfin, du coup, le client cible avec lequel vous travaillez? En fait, ma question, c'est, en fait, par exemple, aujourd'hui, comment vous allez par exemple, vous démarquer d'un Scalesia qui, si je dis pas de bêtises, fait un peu la même chose ou peut-être différente? C'est vrai que j'ai du mal un peu à savoir. J'ai du mal en fait à mettre vraiment, c'est une baseline sur ce qu'ils font Ouais. ou sur même ce que vous faites. C'est quoi qui va vous différencier un petit peu? Alors, c'est une question intéressante, notamment parce que on a pas mal changé d'ICP au travers de notre histoire. Donc, je peux un peu t'expliquer les différentes étapes par lesquelles on est passé. Et je pense que c'est hyper intéressant, vas-y. Ouais. Voilà. En gros, moi, comme je te le disais, donc je sortais de Germinal. Germinal avait une audience très start-upper. On va dire globalement, il y avait beaucoup de start-uppers parce que le growth, c'était beaucoup associé aux start-up. Et du coup, Germinal était vraiment identifié comme une agence growth. Donc, moi, j'ai hérité, on va dire, d'une audience start-upper, créateur d'entreprise, etc. Le 0 to 1. Vraiment la partie où tu cherches ton product market fit, etc. Donc quand on a commencé à lancer Bulldozer, en fait, si tu veux, on s'est pas trop pris la tête. On a capitalisé sur mon audience LinkedIn. Moi, j'ai capitalisé sur le contenu que j'avais l'habitude de faire. Et en fait, on a tiré beaucoup de leads, beaucoup de startups, etc. Donc, pendant les 18 premiers mois d'activité de Bulldozer, le shift, il s'est globalement fait à partir du moment où on a créé la société. Et où là, on s'est dit, OK, il faut commencer à se structurer, etc. Les 18 premiers mois, on a capitalisé exclusivement sur une audience de start-up. Il s'avère que l'audience de start-up, c'est aussi l'audience Scalesia, beaucoup dans le 0 to 1. Donc, ça nous arrivait d'être en concurrence sur pas mal de deals. Il y a une différence de positionnement entre eux et nous, en tout cas à cette époque. C'était que nous, on fait pour les clients, et eux, ils ne font pas pour les clients. En fait, ils coachent, ils aident à ce que les clients... ouais. Exactement. L'objectif pour Scalesia, c'est vraiment faire en sorte que en interne, les gens soient capables de faire. Et donc, eux, ils sont là pour te coacher, te guider, te définir une roadmap, te challenger, etc. Et nous, on prend les rênes, on fait les campagnes, voilà. Donc, souvent, on arrivait à être... On était un peu en concurrence, vu qu'on adressait le même ICP. Et en fait, on était un peu en concurrence sur, du coup, ces enjeux de positionnement, à savoir que parfois, les gens, le débat qu'ils avaient en interne, c'était... du coup, est-ce que vous pensez qu'il faut plutôt qu'on délègue ou est-ce que vous pensez qu'il faut plutôt qu'on fasse? Sauf que nous, en fait, ce qu'on a remarqué, c'est qu'auprès de cet ICP, on avait pas mal de problématiques. Déjà, très mauvaise rétention. Très mauvaise rétention, pourquoi? Parce que, je vais pas t'apprendre un truc, c'est que 90% des startups, elles meurent en fait. Donc, nous, on avait énormément de nos clients pour qui, en fait, notre mission, c'était d'aller leur trouver leur product market fit, pardon. Mais il n'y en avait pas. Bon, en fait, t'as pas de product market fit, à un moment donné, t'as plus de cash, tu peux pas continuer éternellement. L'autre élément et le pendant de ça, et ça c'est un point qui est extrêmement frustrant, c'est que parce qu'en fait ils t'ont délégué le fait de faire, quand ils n'ont pas de product market fit, ils te rejettent la faute sur toi. Tu vois, en fait, ouais, c'est-à-dire c'est tes campagnes qui ne fonctionnent pas, quoi. Tu vois, c'est genre, il n'y a pas de product market. Et nous, on était hyper honnêtes en disant, en fait, t'as pas de marché. Ils disaient, moi, je suis convaincu qu'il y a un marché. Et en fait, c'est juste toi qui sais pas faire ton boulot. Bon, en fait, en gros, pour vraiment caricaturer de ouf, vous, votre métier, c'est de faire du growth. Donc, c'est d'aller atteindre un maximum de personnes. Mais bon, t'as beau, je sais pas, si t'arrives à choper 1 million de personnes qui habitent au Groenland, t'arriveras pas à leur vendre de la glace, quoi. Tu vois, à un moment donné, s'ils en ont pas besoin, ils en ont pas besoin, quoi. Exactement. Donc,
tu vois, il y avait un peu un truc où le boulot, il était super bien fait, tout était carré, machin truc, mais parce que tu n'avais pas de product market fit, tu avais de l'insatisfaction client. Tu vois, c'est hyper frustrant parce que tu te bats et puis en fait, il y a pas le truc qui se produit. Donc, il y a eu un moment donné où on s'est dit, bon, il va peut-être falloir qu'on change un peu notre fusil d'épaule, donc pas de rétention, etc. Bref. Et en fait, du coup, en août 2023, on s'est dit, on a commencé à signer quelques gros clients. Donc, par exemple, Aircall, tu as mentionné Aircall. Donc, par exemple, on a signé Aircall. Et en fait, la satisfaction, elle était très élevée. La satisfaction client était très élevée, alors que les challenges étaient beaucoup plus complexes. Et donc, en fait, on s'est dit, putain, c'est quand même intéressant de voir que des challenges un peu simples, mais en fait, c'est là où il n'y a pas de marché. En fait, tu as de l'insatisfaction client. Et des challenges complexes sur un client sur lesquels il y a un vrai marché, et ben il y a de la satisfaction. Et donc, tu vois, quand on a commencé à capter ce genre de truc, on s'est dit, putain, mais en fait, et puis du coup, il y avait de la rétention, etc. Donc on s'est dit, putain, Ouais, mais attends, clairement, en fait, vous gâchez votre talent sur des Exactement. marchés où il y a pas de marché, alors qu'en fait, vous, en fait, ce qui fait votre force, en fait, c'est le marketing complexe. Et donc, du coup, c'est d'aller voir des boîtes qui ont déjà leur PMF, donc déjà leur product market fit, c'est-à-dire qui n'ont pas besoin, on va dire, de prouver au marché que leur produit est bon, et qui ont du budget, et qui ont déjà un nom, et qui ont déjà tout ça, quoi. Exactement. Donc, quand on a fait ça, on s'est dit, il faut absolument qu'on change d'ICP et qu'on aille taper plutôt du mid-market. Tu vois, c'est ce qu'on appelle dans les catégorisations. Tu vois, t'as les SMB, enfin, on va dire, t'as les startups, après t'as un peu les SMB, on va dire. Après, Donc, t'as le SMB, mid-market. c'est TPE, PME. Bah, SMB, c'est TPE, petite PME. Mid-market, c'est de la grosse PME. Et puis Enterprise, c'est les grands comptes, les grands groupes. Voilà. Ouais, tu as raison, parce que c'est vrai qu'en France, je crois qu'on dit PME jusqu'à 500 salariés, donc Exactement, tu vois, enfin, ouais, c'est huge en ça n'a fait. aucun Je crois sens. que je crois que c'est de 20 à De 500 10 à, salariés. de 10 à 500, non? Ouais, ou de 10 à 500, tu vois, ça n'a aucun Ouais. sens. Enfin voilà. Donc, tu vois, entre 10 et 50 personnes, t'es considéré encore comme une SMB, je pense, selon moi. Et puis au-delà, bon, tu commences à rentrer un petit peu dans des catégories un peu plus intéressantes. Bref. Donc, on s'est dit, il faut qu'on aille un petit peu plus mid-market, qu'on aille un peu plus vers de la PME, ce que le milieu de la tech appelle des scale-up, mais ça s'appelle des PME dans la vraie vie. Et en fait, à partir de ce moment-là, on s'est dit, bon, comment est-ce qu'on va faire pour aller chercher ces boîtes-là? Et donc c'est là où on a fait un shift en termes de contenu. Donc moi, qui avais historiquement un contenu très entrepreneurial, je le dirais comme ça, un contenu très entrepreneurial, inspirationnel, voilà, qui t'explique globalement comment passer de 0 à 1, un peu les rudiments, tu vois, du growth, etc. À Ouais, puis partir de ce moment-là, t'as une vraie plume quand même, parce que toi, ça que toi, t'as quand même une sacrée capacité à partir très vite viral. Je trouve que t'as un bon ratio à ce niveau-là. alors surtout à ce moment-là, j'y arrivais plutôt bien. Euh, et en fait, en août 2023, donc il y a moins d'un an là, on s'est dit, tant pis pour les likes, tant pis pour la viralité, etc. On va vraiment faire du contenu plus high level. On va parler de contenu technique et on va parler de contenu technique auprès de gens techniques. Donc je te donne un exemple, un truc qui m'arrive. Je te donne un exemple avec mon podcast. Mon podcast, les premiers épisodes de podcast, tu vois, donc j'ai eu des épisodes avec Jean de la Roche-Brochard, Mathieu Stéphanie, Grégoire Gambato, etc. Qui sont des épisodes, bah, encore une fois, très zero to one, entrepreneur, inspirationnel, etc. À partir de août 2023, j'ai complètement shifté ma ligne éditoriale et j'ai invité exclusivement des CMO, VP Market, etc. de Scale-up, PME, de gens qui font partie de mon ICP. Et en fait, tu vois, il y a un truc, c'est que historiquement, quand je m'adressais du coup à mon ICP, donc plutôt aux start-upers, et que je parlais de growth, de marketing, etc., je faisais vraiment l'effort d'éviter d'utiliser des acronymes, des termes en anglais, etc. Parce qu'à chaque fois, on me disait « Ah ouais, Startup Nation, La réalité, c'est que à partir du moment où tu commences à adresser des CMO dans des boîtes mid-market, tout le monde les utilise, les acronymes, tout le monde les utilise, les expressions anglaises. En fait, tu vois, c'est comme ça qu'on parle au quotidien. Donc, typiquement, quand j'ai commencé à inviter ces personnes-là dans mon podcast, je me suis dit, bon, ces personnes-là, a priori, elles vont me parler en me parlant d'ABM, d'adband, d'attribution, de machin, de trucs un peu techniques. Moi, est-ce que du coup, je vais leur demander, alors oui, par contre, on va définir les termes, etc., ou pas? C'est une question que tu te poses, tu vois.
Et donc moi, vu que je voulais changer mon ICP, je me suis dit, non, tu ne définis pas les termes. C'est comme ça que les gens parlent. Et les gens de mon ICP, ils comprennent ces termes-là. Et donc il s'est passé un moment où je me suis pris, sur quelques épisodes, on comprend rien avec votre franglais, blablabla. Mais moi j'ai résisté au truc, tu vois, je me suis dit, très bien. Ouais, non, et c'est très dur, hein. Mais oui, c'est très dur. Très bien, mais toi, tu fais pas partie de mon ICP. Si tu me dis ça, c'est que tu fais pas partie de ma cible, et tant pis. Les épisodes, ils sont pas faits pour toi, et tant pis si t'écouteras pas les prochains, c'est pas toi que je vise en fait. Et tu vois, il y en a beaucoup qui vont se dire, ouais, mais bon, du coup, c'est discriminant, machin, nan. Oui, mais en fait, moi, quand j'ai commencé à apprendre le growth, je voyais des termes anglais de partout, des expressions, des acronymes, machin, je comprenais rien. Je suis allé sur Google, en fait. Tu vois? Donc, Ouais. je veux dire, je suis pas ton prof. Ouais, Si et puis, de toute jamais façon, t'as dans envie la d'app- création de contenu, il n'y a pas de discrimination ou quoi. En fait, il y a tellement de contenu de partout, tu as le droit de faire un contenu pour Exactement. une certaine tranche de la population ou Exactement. une certaine cible, quoi. Exactement. Et donc, je me disais, bah, tant pis, c'est pas pour toi, tu fais pas partie de ma cible, etc. Et donc, à partir de ce moment-là, tu vois, j'ai fait des contenus, tu vois, des anti-sèches, j'ai partagé des dashboards, j'ai partagé de la data, j'ai partagé des trucs, mais très techniques. Et, et en fait, vraiment, le type de lead que j'ai généré à partir de ce moment-là, c'est complètement transformé. Donc du contenu en fait beaucoup plus bas de funnel en fait si on utilise un peu les termes qu'on voit souvent Tout sur à fait. LinkedIn. En fait t'as commencé on va dire un peu ta carrière de création de contenu en faisant du haut de funnel, du mid funnel et enfin en faisant les trois quoi. Donc tu disais en fait quand tu disais des posts et du contenu très entrepreneurial qui pouvait être inspirationnel ou qui était très didactique par exemple voici mes méthodes pour j'ai fait ça donc voici comment j'ai fait etc. Ça parle à énormément de monde. Et en fait, maintenant que tu avais acquis, on va dire, une base d'audience qui était hyper large, tu t'es dit, OK, à l'intérieur de cette grosse audience, moi, j'ai envie maintenant de faire du contenu ultra technique pour cette petite partie de l'audience qui concerne mon ICP. Je vais faire moins de vues, je vais faire moins de likes, mais par contre, les likes que je vais faire, ils seront beaucoup plus Qualitatif. impactants puisqu'en fait, ils concerneront les gens à qui je vais vendre mon produit et mes services, quoi. Oui, mais j'apporte une nuance. Parce que j'ai pas mal Vas-y. réfléchi à ce truc tofu, mofu, bofu. Et je pense qu'il y a un élément à avoir en tête tout de même, c'est que des entrepreneurs ou des wannabe entrepreneurs, il y en a probablement des millions en France. Des CMO de boîtes mid-market, il y en a peut-être 3000. Ok, ouais, je vais Donc dire en réalité, quelques petits milliers, quoi. donc en réalité, si je me dis que je fais un contenu tofu pour mon ICP, ça Donc, reste un tofu, top contenu of tofu. funnel, donc haut de funnel. Voilà, voilà. Si je fais un contenu tofu, donc top funnel, toujours auprès de mon ICP, ça reste un contenu globalement assez technique pour le commun des mortels. Et donc en fait, tu vois, il faut toujours remettre aussi en perspective ton audience globale, le marché que tu souhaites adresser. Et moi, il s'avère que le marché que je souhaite adresser, c'est peut-être, je sais pas, 10 000 personnes en fait. Donc naturellement, tu vois, moi, en fait, c'est ce qui m'a permis de relativiser notamment sur les likes. C'est que je suis passé de, je sais pas, je faisais 300 likes par post à je faisais 110 likes par post. Alors, c'est toujours très cool, tu vois. Pour la majorité des gens, obtenir tu vois, il y a le cap symbolique des 100 likes. Ouais. Mais la réalité, c'est que je faisais 300 likes en faisant un contenu qui s'adresse à des millions de personnes, et maintenant je fais 100 likes auprès d'une audience qui concerne 10 000 personnes. Et tu vois, du coup, le truc, c'est que quand tu raisonnes comme ça, tu te mets complètement à relativiser le fait que tu as divisé ton nombre de likes. Tu as peut-être divisé ton nombre de likes, mais l'engagement auprès de ton audience cible, il est bien meilleur. Tu vois ce que je veux dire? C'est que d'un coup, en fait, tu mets, dans tous les cas, tu mets la partie sales et conversion en haut du classement, au-dessus Totalement. de l'ego trip, en fait, quoi, tout simplement. Exactement. Et donc, tu vois, à partir de ce moment-là, et bah, le business s'est complètement transformé. On a signé plein de super boîtes entre-temps, tu vois, du Payfit, du Salesforce, enfin des boîtes comme ça. La rétention a été multipliée, la satisfaction client s'est grandement améliorée, on a un meilleur focus, enfin tout est mieux en fait, tu vois. Et ça, du coup, c'est hyper intéressant. Que ça, c'est un peu un split que tu as pris il y a un peu plus d'un an. C'est ça, c'est à l'été dernier, été Un peu moins d'un 2023. an, ouais. Tout à fait, ouais. Et à partir du moment où on va dire, tu prends cette décision, forcément, elle va
elle va comme une rivière, elle va couler, elle va faire plusieurs ruisseaux. On a bien évidemment parlé LinkedIn, mais dans ton cas, il y a également le podcast, tu as également une newsletter. Alors quand je dis podcast, du coup, il y a l'audio et il y a la vidéo, parce que je me rappelle pas si sur YouTube, tu mets autre chose que des vidéos d'interview. T'as des vidéos face cam toi aussi, non? Alors, j'avais, mais ça fait très longtemps que j'en ai pas fait. Donc, j'aimerais bien pouvoir reprendre, mais j'ai plus le temps en fait, pour être honnête. Donc, je reprendrai probablement dans quelques temps, mais là, pour le moment, ouais, j'ai arrêté. Ouais, mais ça c'est pareil, c'est un pas. Moi, aujourd'hui, c'est tout ce qui me manque, on va dire un peu dans la création de contenu. Et alors, franchement, je pense qu'en effet, j'ai envie de dire que j'ai pas le temps. Mais après, c'est aussi, je pourrais peut-être être plus honnête encore et de dire que en fait, je ne prends pas le temps et que je le priorise pas, parce que en soi, je pense que bien optimiser des vidéos, ça se scripte. Après, ça se Oui. tourne. Et après, tu délègues la partie montage. Donc, en soi, tu vois, par exemple, là, j'ai refait mon agenda là ce matin pour la rentrée. Donc là, tu vois, quand on tourne le 24 juin, je suis un peu déjà en train de préparer l'après-été. Et tu vois, je me suis mis, bah, genre, allez, maintenant, tous mes jeudis après-midi, de 14h à 18h, et bah, c'est YouTube Game. Tu vois, je l'ai appelé comme ça dans mon agenda. Et je pense qu'en 4 heures, bien tassé, tu peux déjà faire beaucoup de choses sur la partie YouTube. Moi, je te donne mon expérience personnelle. Vas-y. Écrire un script de vidéo, ça me prenait une après-midi entière. Ok. Ah oui, mais C'est alors, on parle de longues hyper long. vidéos du coup. 15 minutes. Ah ouais, quand même. Mais alors, je suis d'accord avec toi que 15 minutes, c'est déjà pas mal parce que déjà écrire une newsletter, ça prend du temps et en une newsletter, tu tiens clairement pas 15 minutes. Donc, en effet, peut-être que ça se trouve, c'est moi qui pense que j'aurai le temps de faire une vidéo de 15 minutes en 4 heures et que c'est peut-être pas le cas, quoi. Après, tu vois, moi, je scriptais tout. Parce que du coup, j'ai un prompteur. Donc, je scriptais toute ma vidéo. Il y a des personnes, ils préfèrent fonctionner en bullet points, tu vois. Peut-être que Ah toi, ouais, en non, fait, moi, il c'est faut que comme je ça que tu vas scripte, moi aussi. fonctionner. Ouais, il va falloir que tu scriptes. Et en fait, Ouais. tu vois, moi, je suis un peu, je suis un peu, je sais pas, perfectionniste, en fait. Tu vois, c'est-à-dire, la petite phrase, elle me va pas. Je vais passer 10 minutes à la reformuler, machin, nan, nan. C'est un peu un défaut que j'ai. Enfin, c'est la qualité des défauts, tu vois. Mais ouais, moi, ça me prenait vraiment beaucoup, beaucoup de temps. Et aujourd'hui, tu vois, on en parlait en off juste avant, mais quand j'ai des leads à traiter et que du coup j'ai mon jeudi après-midi de libre pour faire de la vidéo YouTube et que j'ai des leads qui me disent bah en fait moi ma seule dispo c'est jeudi après-midi, je priorise le fait de traiter des leads. Ouais, non, je comprends. Et donc en fait tu te retrouves forcément dans un système où bah vu que la prio c'est les leads et vu que bah on en traite beaucoup etc. Bon bah en fait vas-y laisse tomber en fait. Et surtout tu fais du contenu pour générer des leads et tu te rends compte que t'as pas besoin de ta vidéo YouTube pour pouvoir remplir ton agenda. Bon bah la vidéo YouTube ça attendra. Bah donc du coup c'est pour ça que peut-être l'un de tes chantiers ça va être le recrutement, soit de ton équipe sales et marketing. Ouais, tout à fait. Ouais, là c'est le focus du moment. Ouais. Ok, donc ça, toi, c'est un peu sur la partie YouTube, mais moi, ce qui m'intéresse aussi beaucoup, c'est ton podcast. Alors, tu vois, même si je fais pas partie de ton ICP, je pense que j'ai écouté tous les épisodes, parce que je trouve que c'est hyper. Bah, je sais pas si on a d'autres, mais en tout cas, je trouve que tu as un line-up qui est quand même assez impressionnant. Les gens pourront aller regarder, hein. Le podcast s'appelle Conquête. Donc, en effet, hein, au début, je l'ai découvert avec, bien sûr, t'as invité les stars. Donc, il y a Grégoire Gambato, Jean de la Roche-Brochard, et mon associé Olivier Ramel. Il y a, Tout t'as à vu fait. Mathieu Stéphanie, et hyper cool aussi Tout à l'épisode fait. que t'as fait avec Matt. Euh, et après, du coup, là, tu t'es mis à avoir bah, que des CMO, mais de big boîtes. Tu vois, moi, j'ai écouté l'épisode là où t'as fait avec la CMO de Uber. T'as eu Erwan, Head of Growth de Folk. Enfin, t'alternes entre énormes scale-up mondiales, donc avec les CMO France-Europe, et plutôt des scale-up startups françaises avec bah, évidemment les CMO monde. Euh, alors, je vais venir à ma question. Toi, du coup, qu'est-ce que ça t'apporte aujourd'hui, ce podcast? Est-ce que tu le fais plus pour, en fait, atteindre des personnes pour après leur vendre ta prestation, ton produit? Est-ce que c'est pour, en fait, faire du contenu evergreen qui, du coup, va t'amener de la notoriété, de l'expertise? Ou c'est même encore autre chose? Ou c'est un peu de tout ça, peut-être? En fait, c'est tout ça. En fait, c'est ça l'avantage du podcast, c'est que bon déjà il y a un point, c'est et je pense que tu pourras confirmer, c'est facile à produire un C'est podcast. vrai. C'est facile à produire et tu vois quand on parlait juste avant de la production d'une vidéo YouTube,
produire une vidéo YouTube, c'est pas facile à produire. Ah non, ça va. En fait, voilà, que les gens se rendent compte, entre produire une interview de 2 heures avec Jean de la Roche-Brochard et faire une vidéo YouTube de 10 minutes avec le script, le montage et tout ce qu'il faut, c'est du simple au quadruple, quoi. Non, mais c'est un truc de malade. Et donc, moi, le podcast, je me dis, c'est un contenu qui est simple à produire, dans lequel je me sens à l'aise en tant qu'hôte. Et ça, c'est important, tu vois. Tu vois, il y a beaucoup de personnes qui me disent ah, ça se voit que tu prépares à mort tes épisodes et tout machin. Je les prépare pas tant que ça, c'est juste que je suis super intéressé par ce que l'invité a à dire, en fait, tu vois. Et donc, parce que je suis super intéressé par ce que l'invité a à dire, bah, je pose des questions qui m'intéressent, et en fait, bah, je me dis que si ces questions-là, elles m'intéressent, elles peuvent aussi intéresser l'audience. Donc, ça, c'est le premier point. C'est simple à produire. Ensuite, effectivement, il y a un sujet sur la distribution. T'associes ton image à ton invité. Donc moi, quand je fais venir la CMO, la directrice marketing Europe de Uber, et que, donc déjà, je suis capable de dire, je l'ai eu dans mon podcast, c'est une personne qui parle assez peu, ça génère de la curiosité, donc ça va venir attirer de mon audience. Il y a aussi un effet qui est, je crois que ça s'appelle l'effet de halo, c'est parce que je l'ai dans mon podcast et que j'ai une conversation au même niveau qu'elle dans mon podcast, naturellement les gens se disent en fait Jordan il est du même niveau qu'elle. Tu vois, non mais tu vois, c'est un peu ce truc là où parce que je lui pose des questions techniques, parce que je rebondis sur ce qu'elle dit, etc. En fait tu te dis en fait ok, ce gars il est à son niveau, tu vois. Et tu vas sûrement en plus dans l'audience, tu vas sûrement attirer les pairs de cette personne, donc forcément en fait tu vas beaucoup plus facilement attirer ton ICP en plus, quoi. Exactement. Donc ça c'est aussi le truc, c'est que moi, les challenges que j'ai aujourd'hui, bah, si je veux les résoudre, je vais écouter des personnes qui les vivent aussi. Donc, assez naturellement, je vais avoir des gens qui sont à peu près au même niveau que moi. Je te raconte une anecdote sur le type de personnes qui écoutent mon podcast. Donc, j'ai eu le CMO de IBAN First, qui s'appelle David. IBAN First, super boîte, finance, etc. Et David, très smart comme mec, j'adore. Super, il est top. Quelques temps après, peut-être 2 semaines après, j'écris à Priscilla, qui est la CMO de MemoBank. Je sais pas si tu vois MemoBank, c'est... MemoBank, c'est l'ancienne équipe de Trainline, enfin de Capital Train. Gros succès français aussi, quoi. Exactement. J'écris à Priscilla, et je lui dis hey, Priscilla, j'aimerais bien t'avoir dans mon podcast. Et elle me dit ah, c'est trop marrant que tu m'écrives. Mon CEO m'a envoyé ton dernier épisode de Conquête. Ah, voilà, exactement ce qu'on disait. Et donc, le truc, c'est que, effectivement, ils ont tous les deux des enjeux financiers, des enjeux compliance, des enjeux machin. Mais moi, de savoir que le CEO de MemoBank, il écoute Conquête, mais je me suis dit, mais c'est un truc de zinzin, en fait, tu vois. Et donc, naturellement, et donc, auprès du CEO de MemoBank, quand il m'écoute parler avec David, et je le challenge, et je vais chercher la brèche, et je vais machin, parce que j'ai un intérêt pour le truc, en fait, naturellement, il va se dire, ah, ce gars, il sait mener son truc, tu vois. Et donc, tu vois, naturellement, en fait, je vais gagner un peu de la sympathie, de la crédibilité, etc. auprès de cette audience-là. Et enfin, il y a le dernier point, qui est, tu l'as mentionné aussi, hein. Moi, la CMO que j'invite, si c'est ok, je vais l'inviter à manger, on va tchatcher, je vais lui présenter Bulldozer, et puis en fait, cette personne va me dire, ah, mais attends, je pense à quelqu'un qui pourrait avoir besoin de toi, attends, je file ses coordonnées, machin, hein. Et, il y a aussi, plus tard, j'ai un besoin et je pense à toi. Là, un truc qui m'est arrivé la semaine dernière, Anne-Carole, l'ancienne CMO de Swile, qui aujourd'hui a monté une boîte qui s'appelle Colette, et que j'ai eu dans mon podcast, et en fait, elle m'écrit la semaine dernière, elle me dit salut Jordan, j'ai un besoin, je me suis dit que peut-être Bulldozer pouvait aider et tout, ça te dit on se prend un call? Et on a pris un call et effectivement on peut aider. En fait, je suis pas certain qu'elle aurait pensé à moi si jamais on n'avait pas fait un podcast ensemble, etc. Tu vois, c'est peut-être que si. Ça aurait été possible, mais en effet, tu as multiplié tes chances par 5 en passant 1h30 à papoter marketing avec elle, quoi. Exactement. Et donc voilà, tu vois. En fait, le podcast, c'est vraiment un truc de malade là-dessus, tu vois. Et même pour rentrer en contact avec des personnes avec qui tu veux rentrer en contact, les inviter dans ton podcast, c'est un super moyen de les atteindre, en fait, tu vois. Il y a pas meilleur brise-glace, parce que entre bonjour, je vends ça, et outre bonjour, j'adore ce que tu fais, je kifferais trop que tu viennes dans le podcast en parler, c'est pas le même message, quoi. T'as pas le même degré de réponse derrière, quoi. Complètement. Donc voilà, c'est un peu ça le podcast. On sous-estime, et tu vois, j'ai pas une grosse audience, hein. Je peux donner des chiffres.
Je fais à peu près 1000 écoutes par épisode. Quand tu mélanges tout. YouTube Franchement, plus moi je suis Spotify. à peine plus, hein, donc pareil, hein, pas énorme, hein, mais c'est de l'ultra ciblé quoi. Exactement. Exactement. Je me dis, les gens, les 1000 personnes qui écoutent Conquête, pour se taper des discussions sur l'attribution et l'ABM, Ouais. tu vois, c'est qu'a priori, c'est des gens qui sont qualifiés, tu vois. Ah mais toi c'est même encore plus ciblé que moi parce que moi ça reste quand même assez généraliste parce que justement le travail que toi t'as fait l'année dernière, c'est pour ça que même tout à l'heure je prenais des notes pendant que tu parlais, hein, c'est un peu aussi pour ça, hein, moi aussi tu vois le dernière raison aussi pour laquelle je fais le podcast, c'est que du coup il y a un côté je prends une paille, je me mets dans le cerveau de mes invités et j'essaie de sucer ce que je peux quoi. Bon, elle était hyper Ouais, bizarre mais cette phrase, alors, je la retire, mais c'est un peu ça aussi, c'est que bah franchement après chaque invité t'es un peu plus malin qu'une heure avant, quoi, tu vois. Donc, parce que ah mais, t'as pris des skills de plus, quoi, tu vois. ah mais, je l'ai pas mentionné parce que c'était peut-être le plus logique, mais évidemment, j'invite des personnes pour qui je sais que je vais apprendre des trucs, tu vois. Anne-Carole, quand je l'ai fait venir dans mon podcast pour parler d'elle, bon bah, tu vois, elle a été derrière la création de la marque Swile et de Ouais, la elle était à notoriété de Swile l'époque et de tout. Launcher, elle. Exactement. Tu te dis la puissance de la marque de Swile et tu vois, les campagnes qu'ils ont réalisées, etc. Alors que c'est une boîte B2B, ils ont utilisé plein de codes B2C et tout. J'ai envie de comprendre, tu vois, c'est quoi la recette. Et donc, j'ai appris plein de trucs. Et il y a pas mal d'épisodes. Je pense à deux notamment. Un avec Michael de Agicap et Selma de Skill Up. C'est des épisodes, j'ai fini de les tourner. La team de Flomodia, parce que je bosse avec Flomodia sur le montage, la team de Flomodia m'a monté l'épisode. J'ai pris l'épisode, je l'ai envoyé à l'équipe et j'ai dit écoutez, s'il vous plaît, écoutez cet épisode. Parce que juste, il parle des challenges qu'on vit, il parle des challenges que vivent nos clients, et enfin, c'est un truc de dingue, tu vois. Et du coup, donc ça, on a bien énuméré là, du coup, là, tous les bienfaits, on va dire, du podcast. Maintenant, il reste quand même un peu un ticket à l'entrée. C'est que quand même, ça prend du temps, ça prend de l'énergie. Et puis, on va pas se mentir, ça coûte aussi de l'argent. Toi, Ouais. comment tu fais pour un peu pour optimiser tout ça, optimiser cette partie temps et cette partie argent, sachant que comme moi, tu habites en région et que je pense que la plupart de tes épisodes, même tous, tu viens les tourner sur Paris. Ouais. Ça risque de changer dans le futur. Je suis un peu en train de me questionner. Je t'avoue que une des raisons pour lesquelles je me questionne, et au final ça arrange un peu bien ma sauce, c'est que j'hésite à basculer mon contenu en anglais et à basculer Conquête à l'international. Bon, tu regardes les podcasteurs américains, par exemple, les podcasteurs business américains, bon, tu sais, ils vivent tous sur des time zones différentes aux États-Unis. Tu sais, il y a Ouais. 5 time zones. Les gens, quand ils habitent sur la côte ouest et qu'ils veulent interviewer quelqu'un de la côte est, ils vont pas se taper les 5 heures d'avion pour aller dans un, dans un truc. Bah, tu vois, ça n'a aucun sens. Donc, tu regardes les podcasts business aux US, tout le monde est en remote en fait. Tout le monde est comme nous, tu vois. Ils sont, je sais pas, sur un Riverside, voilà. Bah, Et tu vois, même ils ont. toutes les stars qui sont passées sur Riverside, c'est un truc de ouf, ouais. C'est ça qu'ils ont Ah, beaucoup voilà. plus cette culture-là, quoi. Exactement. Et donc, tu vois, moi, je pense que je me dis, bon, bah, si je passe à l'international, de toute façon, j'aurai pas le choix. Après, est-ce que je le fais, si je continue en français, est-ce que je le ferai pas aussi en remote? Parce que ça demande quand même une grosse organisation, effectivement, vu que j'habite vers Grenoble. Tu vois, par exemple, je te donne un exemple, là, mercredi, je vais à Paris pour 3 jours, et pendant 3 jours, j'enchaîne les tournages pour avoir mon stock de l'été, un peu comme toi, t'es en train de le faire. Ouais, je fais pareil que toi. Quand je viens 3 jours. Je fais ça toutes les 6 semaines, grosso modo. Mais genre, moi, sur 3 jours, Pareil. j'en fais entre 12, 13, quoi, tu vois. Et Ouais. tu vois, rien que les derniers que j'ai fait, j'étais malade à crever. D'ailleurs, tu vois, ça se sent, je vois aller dans les commentaires sur YouTube, les gens ils disent ça va Hugo, t'arrêtes pas de tousser dans la vidéo ou quoi, enfin tu vois. Et moi, j'avoue que ça devrait être du plaisir. Et j'avoue que des fois, ça peut se transformer en 3 jours de l'enfer, quoi, parce que c'est 3 jours où c'est l'usine. En plus, moi, je déteste être à Paris. C'est dur, quoi. Tu vois, c'est un Je peu suis d'accord. c'est un peu le côté, le dark side un peu du truc, quoi. Tout à fait. Donc, alors, c'est sûr que si j'habitais à Paris, bon, tu vois, je ferais comme Mathieu Stéphanie. Je sais que mon mardi matin, il est Ah booké ouais. là-dessus. Tous les mardis, j'ai un Ce épisode serait et puis mon c'est rêve en réglé, tu plus, vois. hein. Voilà. Euh, mais bon, c'est pas comme ça que ça marche. Donc, je trouve des compromis. Et en fait, donc effectivement, il y a ce point d'organisation où je suis en train de me dire, est-ce que je basculerai pas en remote? Sachant que la grande majorité de mes écoutes, 80% de mes écoutes se font sur les plateformes de podcast, sur lesquelles il n'y a pas les vidéos, de toute Ok. façon. Donc je me dis, à quoi bon? Tu vois, bon.
Même si la vidéo, après, ça permet de faire des vidéos un peu courtes, des extraits, des compilations, etc. Je trouve ça assez sympa aussi, tu vois. Sur LinkedIn, ça me permet d'ajouter de la vidéo. Enfin bref, bon, je suis encore Il y a quand un même peu des en train de bien. me Non, mais je suis questionner. d'accord. Ça reste quand même toujours un contenu beaucoup plus quali. S'il a été fait dans un beau studio avec des belles images, il y a toujours un côté hyper sympa. Et puis il y a presque toujours en fait le côté de, bah en effet, monter un podcast et le faire en visio, tout le monde peut le faire en studio. Tu sais, tu sens que en termes de valeur perçue, tu step up un petit peu quoi. Exactement. Et tu rencontres tes invités, tu vas les inviter à bouffer, ce que tu peux plus faire en remote. Ah, La exactement. sensation, c'est pas la même. Le lien émotionnel que tu crées avec la personne, c'est pas le même. Ah, c'est divisé par deux ou trois quoi. Complètement. Donc voilà, je me questionne un petit peu sur ce sujet, on verra. Après donc sur la partie organisation, donc comme on le disait, moi bah, comme toi, hein, tu vois, je book 3 jours Paris studio et j'enchaîne. Après, à la suite de ça, j'ai la team de Flomodia qui s'occupe donc du montage. Donc moi je suis dans des studios dans leur bureau. J'utilise les studios qu'il y a dans leur bureau. Et tu sais Donc que je me je demandais en viens fait chez où eux. est-ce que c'était tourné ça. Donc Flomodia, qu'on embrasse, hein, Flo et Mo, hein, les deux Tout à cofondateurs, fait. qu'on adore, qui font également beaucoup de bien à l'écosystème, à l'entrepreneuriat, avec une grosse création de contenu. Tout à fait. Et donc, bah, ils ont un studio dans leur bureau. Donc moi, je me pointe. Facile, tu vois. Ils mettent les caméras, machin truc, les lights. Moi, je m'en vais. Ils sont déjà sur place. Ils prennent les cartes. Ils peuvent direct se mettre au montage. Hyper facile, tu vois. Et donc, ensuite, on définit un planning édito. Une fois que les montages y sont faits, ils envoient une notification pour mettre les commentaires, tu vois, sur Frames, donc un outil où tu peux mettre des commentaires sur les vidéos. Donc là, moi, après, je bosse avec Alice, qui est Virtual Assistant, et j'ai Charlotte aussi, qui est ma Content Marketing Manager. Donc aujourd'hui, Alice, elle va checker, ok, est-ce que ça répond bien au branding, tu vois, les guidelines, parce que des fois, tu as des petits ratés, ou ah tiens, il y a un bug de son à tel moment, puis en fait, la personne, elle a zappé, ou tu vois, Ah, des c'est bien espèces ce de que petits tu trucs fais, comme hein. ça. Moi, ça, j'avoue que je le fais pas, tu vois. Ça, c'est mal. Moi, j'avoue que nous, on réécoute pas les épisodes en entier parce que ça prendrait trop de temps, quoi. Comme il y en a deux par semaine, deux fois 1 heure et demie. Bah, en fait, ça nous prendrait, tu vois, genre, il faudrait que je mette quelqu'un qui prenne une matinée à tout réécouter pour savoir que tout est bon, quoi. Souvent, Ouais. c'est les clients, pardon, les auditeurs qui me disent, attention, il y a un petit bug ici, faut le rétablir, quoi. Donc, tu vois, Alice, elle se passe l'épisode en accéléré. Et donc, elle met l'épisode en accéléré. Ah tiens, là, il y a un bug. Ah tiens, machin. Je te donne un exemple. À un moment donné, dans l'épisode de Uber, je pose une question et Julie, elle me dit, ça, j'ai pas le droit d'en parler, tu vois. Et en fait, tu vois, ces moments-là, on les coupe, tu vois, on les enlève. Et en fait, là, bah, typiquement, à la première écoute, on l'avait laissé. En fait, ils l'avaient laissé, ils avaient pas fait gaffe. Et du coup, bah, c'est Alice qui avait dit ah, vous avez laissé, il y a un petit bug, vous avez laissé ce moment-là où elle dit qu'elle peut pas répondre à la question et machin. Bon. Et donc, où tu vois une petite faute d'orthographe dans un sous-titre, tu vois, tous les trucs comme ça. Donc, elle regarde tout ça. Et ensuite, elle s'occupe, une fois que les updates sont faites, de préparer la description YouTube, le titre YouTube. Enfin, du coup, c'est Flomodia qui s'occupe de définir le titre. On a un channel WhatsApp, on se challenge sur le titre. On a un template de thumbnail, donc il s'occupe de faire le template, il s'occupe de faire le thumbnail. Et Alice, Donc du ça, coup, c'est elle le prend, résumé, elle hein, c'est rédige. ça? Non, c'est, tu sais, l'image sur YouTube, la miniature. Ah, la Minia, ok, ouais, pardon. Voilà, la minia. Donc la minia YouTube, on a un template, ils font la minia YouTube, ils font la petite minia sur les trucs de podcast. Et ensuite, Alice, elle récupère le fichier, elle va les uploader sur Ocha qu'on utilise pour diffuser sur les plateformes de podcast et sur YouTube. Elle s'occupe de faire les descriptions, etc. Elle programme et on est bon. Et ensuite, Charlotte, elle, tous les contenus, elle les fait passer par la moulinette ChatGPT pour identifier les thématiques qui reviennent avec le bon timecode. Et ensuite, on a une base de données dans lesquelles on met toutes les thématiques. Et donc, ça permet à Charlotte d'identifier après des compilations. Tu vois, ah tiens, on pourrait faire une vidéo compilation de comment Conto, Agicap et machin gèrent leur attribution. Putain, Et du génial. coup, bah, elle a identifié les trucs et elle dit à Ryan, qui de la team Flomodia, on t'embrasse Ryan, génial comme mec. Et en fait, elle lui dit, hey Ryan, je te propose là que pour telle date, voilà, on se fasse une compilation, comment gérer sa marque en B2B, je dis n'importe quoi.
et regarde, je t'ai identifié tel timecode, tel timecode, tel timecode sur tel et tel et tel épisode. Et lui, après, il a juste à reprendre les blocs, il fait le montage. Et pareil, de nouveau, Alice qui valide, ok, c'est bien bon, tac, je upload, etc. Tu vois, on a vraiment maintenant une espèce de petite machine bien huilée qui tourne là-dessus, quoi. Et du coup, avec tout ça, tu arrives à sortir combien de contenu YouTube? C'est quoi? C'est un par semaine? C'est un tous les 15 jours? Ouais, C'est quoi un peu ta... un par semaine. Un par On semaine. était Et à... ça t'arrives à t'y tenir, ouais. Ouais, alors, on était à 2 par semaine il y a quelques mois, il y a 3 mois. Pendant plusieurs mois, en fait, on a été à 2 par semaine. Et en fait, donc on faisait un épisode court. Moi, ce que j'appelle un épisode court, c'est soit un extrait d'un épisode, soit une compilation d'épisodes, ce que je viens de te décrire. Et un épisode long, c'est l'épisode de 1 heure, t'entends toute la conversation. Bien sûr. Pendant un temps, on faisait un épisode court, un épisode long par semaine. Et en fait, moi, du coup, ça me demandait de tourner toutes les 5 semaines, tu sais, on en parlait, hein, toutes les 5 semaines, le marathon, l'usine, machin. Beaucoup trop épuisant, j'arrivais pas à avancer sur des sujets de fond, parce que du coup, la semaine d'après, vu que la semaine de tournage, tu peux pas caler de meeting, tu les C'est ça. compresses la semaine d'après, après t'as les galères à rattraper, bon bref, c'est un enfer. Et du coup, j'ai dit, bon, venez, on fait un test, on fait un épisode court toutes les 2 semaines, un épisode tout long toutes les 2 semaines, on alterne. On voit ce qui se passe côté audience, est-ce qu'il y a des remarques, est-ce qu'il y a machin. Ça n'a rien changé. Moi, ça m'a libéré, du coup, ça a divisé mon temps de travail par 2 sur cette partie-là. Ça m'a libéré du temps pour faire d'autres choses. Et donc, voilà, aujourd'hui, on est là-dessus. Ok, mais déjà, ça fait quand même une sacrée, quand même une sacrée cadence. Pour que les gens se rendent compte, alors tu me dis si c'est confidentiel ou quoi, c'est quoi du coup, ton budget création de contenu mensuel pour pouvoir sortir tout ça? Alors, je peux faire un petit calcul. Donc, si je prends... Parce que du coup, tu sais, souvent les gens ils pensent ah bah oui, l'agence qui me fait mon montage. Mais moi, par exemple, j'ai Charlotte qui est ma content marketing manager qui est salariée. J'ai Alice qui est virtual assistant. Je les compte dans mon budget création de contenu. Ah bah clairement. Donc, si on prend. Tu veux juste sur le podcast ou tu veux sur tout? On peut faire surtout, même si j'ai quand même la tendance à penser que le podcast, ça doit être au moins 80% de ton budget, non? Ben, un salaire. Un salaire, ça représente un budget quand même. Ah Un mais salaire de quelqu'un à temps moi je plein, les tu mets vois. dans la partie. Oui, ah, ok, bon, c'est vrai que t'as raison parce qu'en fait elles font pas que le podcast, elles font tout. Donc si tu veux, Ah vas-y, mais faisons attends, Charlotte. tout le budget création de contenu, ça sera Ouais, beaucoup plus voilà. simple à calculer. Moi, je pense que Charlotte, elle dédie 20% de son temps au podcast, tu vois. Ah oui, Le tout le reste, reste parce on que a ça une. on y viendra après, ça va être là sur la partie écrite quoi. Bah, du coup, il y a LinkedIn, il y a du SEO, il y a eu une refonte de website, il y a Il y a la plein de choses sur newsletter. lesquelles elle est impliquée. La newsletter, enfin, tu vois, donc, si on compte toute la création de contenu, on est à peu près à 11 000 euros par mois, Ce qui est beaucoup. ce qui est beaucoup. Si on prend que le podcast, on doit être à 5 000 euros par mois. Ok, donc le podcast représente, on va dire, la moitié de ta création de contenu. Et sachant qu'aujourd'hui, ça, En termes de c'est coût. une vraie ligne de coût. Ah bah ouais. T'as dit quoi? J'ai dit, effectivement, sur le podcast, c'est Ouais. 5 000 euros de coût. Mais par contre, c'est pas le truc qui me génère le plus de vues, par exemple. Ouais, c'est ça. Mais par contre, c'est le contenu le plus qualitatif Oui, sur le long terme. oui, c'est également ma vision, tout à fait. Et donc du coup, donc aujourd'hui, c'est une ligne de coût. Et tu vois où je veux en venir. Est-ce que du coup, derrière la création de contenu, ça peut aussi être une ligne de revenus qui, sans avoir besoin de gagner de l'argent, peut au moins être break-even là-dessus. Toi, c'est quoi du coup ton point de vue là-dessus, sur le fait de faire sponsoriser, avoir un partenaire, faire de l'influence c'est quoi ton point de vue? Parce que je sais qu'il a pas mal évolué Ouais. sur ces 12-13 derniers mois. T'en es où aujourd'hui là-dessus? Alors, je te partage aussi les étapes par lesquelles je suis passé. Vas-y, c'est intéressant. Donc, moi, je me suis fait effectivement approcher à plusieurs reprises, notamment au vu de mon audience LinkedIn, pour sponsoriser mes contenus. Bon, franchement, je vais dire les choses de manière complètement transparente, mais Bah j'ai vas-y. considéré que c'était de l'argent plutôt facile.
Donc, étant donné que je voyais ça personnellement comme de l'argent plutôt facile, en fait, je me disais, de toute façon, mec, tu vas poster tous les jours. Tu postes tous les jours. Donc, tu fais un post qui est payé, good life, tu vois. Enfin, ça va pas changer ta life, tu vois. Donc, je me suis un peu pris là-dedans. Ce que j'ai remarqué, c'est que, pour ma part, j'avais le sentiment, mais j'ai un peu changé d'avis après, hein. J'avais le sentiment que ma parole perdait en valeur, même sur des sujets qui n'étaient pas sponsors. Parce que j'avais sponsor des trucs. Et du coup, je me disais, putain, en fait, parce que je sponsorise des trucs, après, du coup, tu sais, tu vas un peu planter une espèce de petite graine dans la tête de ton audience où elle va se dire, mais du coup, quand il parle de ça, est-ce qu'il est vraiment sincère? Ouais, je comprends. J'avais un peu ce feeling-là. Sauf que moi, la crédibilité, ma crédibilité, c'est 100% de mon business. Tu vois, nous, on fait un truc assez simple, hein, d'un point de vue ligne de revenu. Quand tu viens demander un devis sur le site de Bulldozer, la dernière question, c'est comment est-ce que tu nous as connus? Donc, on regarde les personnes qui nous disent venir du podcast, de LinkedIn, etc. Si je prends le contenu, en 2023, c'est 80% de notre chiffre d'affaires qui vient du contenu. Cette année, c'est 80% de notre chiffre d'affaires qui vient du contenu. Donc, sachant que cette année, on va faire 4 millions d'euros de CA, ça représente pas mal d'argent. Déjà, bravo. Parce que je pensais pas que vous étiez aussi haut. 4 millions, c'est balèze, hein. Bah, merci. Donc, on va faire 4 millions. Et donc, quand tu vois que 80% de ton revenu, il vient de ton contenu, enfin, et tu vois, juste ce questionnaire, les gens, ils disent, ah bah, le LinkedIn de Jordan, votre podcast, machin truc. En fait, ta ligne de revenu, tu l'as. Ton contenu te génère du revenu. Donc moi, quand je voyais quand j'avais le sentiment que ma parole, elle perdait un peu de sa valeur, et que, bah, à côté de ça, je voyais aussi que c'était mon premier rapport de business, tu vois, j'étais un peu en train de me dire, attends, tu gagnes peut-être 3000 balles d'un côté pour en perdre potentiellement des centaines de milliers de l'autre. Le calcul, c'était celui-là. Donc, j'ai décidé d'arrêter. Et puis, dernièrement, et quand je te dis dernièrement, c'est sur le dernier mois, hein, c'est vraiment hyper récent. Dernièrement, en fait, je me suis dit, là, on est quand même on est dans une phase avec Bulldozer où on commence à aller de plus en plus du coup vers des boîtes mid-market, vers du grand compte, etc. Et ces boîtes-là, elles nous demandent très très souvent leur avis sur les outils qu'elles doivent utiliser, les services qu'elles doivent utiliser, etc. Et nous, de notre côté, on a un peu une espèce de boîte à outils, tu vois, qu'on met tout le temps. C'est-à-dire, on a un peu notre CRM de préférence, on a notre outil de scrapping de préférence, on a etc., etc. Et donc, en fait, on s'est dit, mais attends, si on va voir ces boîtes-là et qu'on leur dit, venez, en fait, vous n'avez pas d'audience, nous, on a une audience, on vous plug de partout, on vous adore, on n'a pas besoin d'argent pour vous, pour parler de vous à nos clients, on le fait, on est utilisateur, on adore, etc. Par contre, venez, en fait, ce qu'on se dit, c'est que vu que vous adressez le même ICP que nous, eh ben, au lieu de développer votre stratégie de contenu de votre côté, vous allez nous aider, vous allez en quelque sorte sponsoriser, mais tu vois, on l'envisage plutôt comme du partenariat. Vous allez financer une partie de notre contenu, et nous, on vous donne la garantie que quand on parle d'outbound, on parle de vous. Quand on parle de CRM, on parle de vous. Quand on parle, etc., etc. Et que du coup, ça devienne un petit peu, ah bah oui, en fait, Bulldozer, ils sont associés à ces outils-là. Voilà comment ils les utilisent, voilà pourquoi ils les utilisent, voilà pourquoi ils les mettent chez les clients, etc., etc. Et en fait, c'est du win-win dans tous les sens. Parce que nous, on adore les plugger chez nos clients, donc ça vient contribuer à la réussite de nos missions chez les clients. Et puis du coup, tu vois, on a une ligne directe avec eux. Et attends, j'ai une galère sur tel truc et tout, tu peux m'aider? Bah en fait, du coup, oui, ils peuvent m'aider, tu vois, parce qu'on est partenaire. Alors que normalement, tu sais, t'es obligé de passer par, bah faites un ticket, je sais pas quoi. Bon, là, on a une ligne directe, donc même d'un point de vue service qu'on apporte aux clients, c'est de la folie. En plus de ça, ils financent une partie de notre contenu, donc nous, on a plus d'argent pour produire de contenu, donc ça nous permet de pouvoir développer encore plus de contenu. On a déjà une auto, on leur en fait profiter. Bah, tu vois un peu l'espèce de truc. Et c'est là où en fait on s'est dit, il y a peut-être une autre manière d'envisager le sponsoring de contenu, plus dans un côté, viens on essaye de créer un écosystème de boîtes avec qui en fait on crée du contenu commun. Nous, un truc qu'on aimerait bien faire, et je pense qu'on fera ça pour la première fois à la fin de l'année avec Bulldozer, c'est créer un événement physique.
Bah, en fait, tu vois, je veux dire, si je fais un événement physique sur l'Outbound et que j'invite tous mes partenaires, et puis je vais inviter Clay qui va présenter les derniers use cases d'Outbound avec la captation d'intent et tout machin. En fait, c'est mon partenaire. Et en fait, tu vois, il me finance le contenu. Et du coup, bah, il est sur la scène, machin truc. En fait, ça fait totalement sens, tu vois. Et on est tous gagnants dans cette affaire. Parce que moi, je sais que c'est des tueurs. Donc, ils vont forcément apporter de la valeur à mon audience. Et eux, ils savent que bah, mon audience, c'est la leur. Donc, tu vois le truc. Et donc, c'est là où on est un peu en train de repenser le modèle. Et on se dit, il y a peut-être un truc à trouver là-dedans. L'avantage, du coup, c'est que... Enfin, tu vois, moi, si je dis que mon partenaire, c'est Salesforce, j'en reviens à l'histoire du podcast et parce que je parle à la CMO de L'Oréal, tu vas te dire, ah ouais, ok, il a accès à ces gens-là, machin, c'est un peu l'effet de Halo. Si je te dis qu'en fait, mon partenaire, c'est Salesforce et que je plug Salesforce chez tout le monde, naturellement, dans ta tête, tu vas te dire, ah, mais Bulldozer, ok, il bosse avec des grosses boîtes, je me rendais pas compte. Tu vois ce que je veux dire? Ah mais je suis à 100% d'accord avec toi parce qu'en fait j'ai exactement la même stratégie là-dessus, tu vois, dans un sens où moi je parle tu vois, moi je parle tout le temps d'outils et du coup peut-être 90% des outils que je présente je suis pas du tout rémunéré pour, et souvent les partenaires en fait ils viennent après ce type de poste qui est récurrent où bah tu vois, on va prendre l'exemple de Folk avec qui je bosse aujourd'hui. Par exemple, en ce moment, enfin je sais pas, ça fait même longtemps que j'ai rien fait de rémunéré avec eux, mais par contre dès que je peux parler de Folk, je parle de Folk parce que j'utilise Folk tous les jours. Aujourd'hui, moi, quand tu vois, j'ai deux écrans à mon bureau, il y a toujours ma page Notion sur un écran et il y a toujours mon CRM Folk sur l'autre et mes mails sur le Mac. Et donc en fait, ok, donc quand Folk, des fois je vais en parler, parfois peut-être je vais être rémunéré, quand je vais faire des OP avec eux, peut-être parfois je vais être rémunéré, mais 90% du temps, c'est pas le cas. Mais du coup, c'est pour ça que tout à l'heure tu parlais d'un truc qui est hyper important, c'est la crédibilité. Et ça, moi, j'avoue que moi-même, j'étais le premier à le faire et parfois même à en abuser. À un moment donné, n'importe quelle marque qui vient vers toi, qui te dit, vas-y, bah, je te file 1000 balles ou 1500 balles et tu fais un post, bah, comme tu le dis, c'est putain, easy money, quoi. Tu vois, alors, les gens, ils se disent pas, ouais, Exactement. tiens, tu te fais 1000 euros en écrivant un post en 10 minutes. Non, tu te fais 1000 euros, 1500 euros parce que tu as passé des centaines et des milliers d'heures avant à créer du contenu, à te faire une audience et à te faire une communauté. Mais comme tu le disais, quand tu commences à, en fait, le juste milieu à avoir, c'est quand tu commences à tout accepter, tout et n'importe quoi, juste pour faire de l'oseille ou pour faire des one-shots, pour faire un peu ce que j'appelle des coups de mercenaires, bah, c'est là où tu peux vraiment abîmer ta marque personnelle. Mais par contre, si tu fais, tu vois, des partenariats long terme avec des bêtes de boîte, bah, toi, tu parlais de Salesforce, tu vois, moi, ça peut être avec Pipedrive, ou ça peut être avec Alan, ça peut être avec Swile, ou ça peut être avec Payfit. Bah, comme je suis utilisateur depuis 10 piges de toutes ces boîtes-là, bah, en fait, que tu sois payé ou non, en fait, j'en parlerai de la même manière, et c'est ça qui va pas abîmer, du coup, ta crédibilité, quoi. Totalement. 100% d'accord. Et faut vraiment, pour moi, faut vraiment un alignement avec le besoin de l'ICP aussi, tu vois. Je te donne un exemple. Moi, j'ai fait un post sponsorisé par Penny Lane parmi les premiers posts, pardon, parmi les premiers posts de Penny Lane que parmi les premiers posts sponsor que j'ai fait un post Penny Lane. Ok, tu vois, c'est cool. Je suis utilisateur de l'outil, j'adore. Je suis fan de l'outil, etc. Est-ce que ça concerne mon ICP? Absolument pas. Tu vois. Donc, alors que Salesforce, ça peut les concerner. Donc, Ok, tu vois, ici. c'est toujours là aussi le truc, tu vois. Le CMO mid-market, Penny Lane, il s'en fout. Tu vois, c'est pas son sujet. Salesforce, ça peut l'être. Ouais, ok, donc je comprends dans ce sens-là. Donc en fait, toi, dès que ça rentre pas en fait dans ta vision et que ça ne répond pas en fait à la question de est-ce que mon ICP peut être intéressé, est-ce que je vais apporter de la valeur à mon client cible, bah si la réponse est non, du coup tu le fais pas quoi. Ah, mais c'est simple. C'est voilà, je n'y pense même pas. J'y songe même pas. Et toi, il y a deux choses intéressantes. Alors, on peut en parler. On peut parler de la newsletter parce qu'on va dire c'est un peu la dernière corde à ton arc. Mais surtout, moi, l'une des dernières questions que je vais avoir, c'est que tout à l'heure, tu parlais d'événements physiques. Et tu vois, moi, pareil, quand tu sais, je dessine tu sais, moi, j'appelle ça ma Disney Map média. Je sais pas Ouais, si ouais, tu je vois ce vois. que c'est la Disney Map. Ouais, je vois. Bah, pas pour rappeler peut-être aux gens qui voient pas ce que c'est, taper Disney Map dans Google. En fait, c'est Walt Disney himself qui a dessiné sur une map, donc sur une carte, en fait tous ces business qu'il a,
Et il a fait des flèches entre ses business pour montrer en fait comment le business A peut valoriser le business B, comment le business B il peut valoriser le business C, etc. Je vais donner un exemple. Il a des parcs d'attractions, et bah dans son parc d'attractions, il va vendre du merchandising. Quand il vend du merchandising, il va mettre en avant telle franchise. Et donc du coup, s'il met en avant telle franchise, ce sera mieux pour vendre ses DVD. Alors je sais, pardon, bon plus de DVD, même à l'époque c'était plutôt même les cassettes ou autres. Mais bon, vous avez compris un petit peu. Vous avez compris un petit peu l'esprit. Voilà, aujourd'hui, quand t'as Disney+, bah sur Disney+, tu vas faire de la pub pour ton prochain film qui va sortir, etc., etc., etc. Et ben moi, quand je fais un peu ma Disney Map média, c'est savoir en fait comment aujourd'hui mon podcast, il va mettre en avant peut-être aussi tel autre média, parce qu'en fait chaque média a ça on pourrait limite faire un podcast que là-dessus. C'est-à-dire qu'en fait aujourd'hui, à quoi te sert ton podcast, à quoi te sert ton compte LinkedIn, à quoi te sert ta chaîne YouTube, à quoi te sert ta newsletter, et demain, à quoi ça te servira de faire des événements physiques. Et du coup, je me rends compte qu'en fait, il y a pas de question dans ta question, quoi. Non, mais après, on peut parler des événements physiques. Enfin, tu vois, et newsletter, événements physiques. Newsletter, événements physiques. Newsletter, ça permet de pouvoir développer des idées, en fait. Tu vois, sur LinkedIn, c'est difficile de vraiment développer des idées. Faut que ce soit facile à digérer. C'est facile à digérer. Tu vois, le conseil que je donne souvent aux gens qui se lancent, c'est impose une idée. Tu vois, c'est vraiment, tu fais simple. Voilà. Et après, sur le podcast, bon, bah, c'est une interview. Bon, tu te laisses aller par l'invité. La newsletter, c'est vraiment, ok, ça me permet de pouvoir développer des idées vraiment de manière longue. Donc, je vais prendre une idée et vraiment, allez, let's go. Tu vois, je te spoil la newsletter de demain. Alors, les gens l'auront déjà reçue parce que tu vas pas sortir l'épisode ce soir, mais. D'ailleurs, la newsletter, elle s'appelle Conquête aussi ou c'est une autre brand? Non, elle s'appelle Bullish. Elle s'appelle Bullish, exactement. Oui. Donc, Bullish, le Bullish de demain, c'est la méthode Vista Equity. C'est ça le titre. Et en gros, la méthode Vista Equity, c'est un fonds de private equity qui est en gros le fonds de private equity numéro 1 dans le monde concernant les SaaS. Donc ils investissent que dans les SaaS, etc. Et en termes de performance, c'est le fonds de private equity le plus performant dans les SaaS aujourd'hui dans le monde. Et en fait, eux, donc c'est Sofiane, quelqu'un du collectif, qui a fait toute une newsletter pour expliquer c'est quoi la méthodologie de Vista Equity pour arriver à surperformer le marché sur toutes les boîtes qu'ils achètent. Et en gros, ils te développent toute la méthodologie ils partent du CRM. Dans le CRM, ils vont regarder telle et telle data. À partir de telle data, ils vont se poser telle question. Blablabla. Bla, 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 bla. Moi, quand j'ai appris ce truc-là, j'avais un side business. Voilà comment je l'ai appliqué chez moi. Voilà l'impact que ça a eu. Blablabla. Et du coup, tu vois, toute l'intro, parce que c'est moi qui rédige toutes les intros de newsletter. Et je fais une newsletter sur 2 moi-même. Et là, dans l'intro, du coup, bah, mon intro, c'est de parler, bah voilà, les startups en mode méga levée de fonds, on perd du cash, etc. Cette folie-là, elle est un petit peu passée. Maintenant, toutes les boîtes sont en train de se baser sur comment est-ce qu'on peut devenir rentable. Bah, dans le monde, il existe des financiers qui sont très très bons sur les boîtes rentables, c'est les fonds de private equity. Ça vaut le coup d'aller regarder un petit peu ce qu'ils font. Et bah, Sofiane a analysé ce qui se passe chez le meilleur fonds de private equity, Vista Equity, et il vous développe sa méthode. Et en fait, tu fais le lien avec mon ICP. Parce que mon ICP, en ce moment, il est en train de vivre les coupes budgétaires, etc. Clairement. Donc, voilà, tu vois, on fait toujours le lien comme ça. Et côté event, moi, mon kiff, je te donne... Pour moi, il y a un peu 2 types d'événements que j'aimerais bien faire. Premier événement, c'est workshop. Je te donne un exemple. Je prends un sujet très précis que je vois chez tous mes clients, mon ICP, etc. Je te donne un exemple comme ça. Le product-led growth. Le product-led growth, dans beaucoup de boîtes, c'est un très très gros sujet. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que pour parler de product-led growth, je vais faire venir Elena Verna, la boss du product-led growth des États-Unis. Je vais la faire venir pour donner un workshop privé à 50 personnes, par exemple. Et voilà. Donc le truc, c'est que c'est ce que j'aimerais faire, c'est pas encore booké. Je t'en parle comme si c'était fait, tu vois. J'y suis pas encore. Hein. Mais c'est juste pour te donner un ordre d'idée. Le truc, c'est que Bulldozer, encore une fois, association, tu vois, effet de halo, blablabla. Je fais un workshop product-led growth. Je veux un workshop de très très haut niveau où
les seules personnes qui ont le droit de participer, c'est les growth managers, CMO, etc., de personnes qui font partie de mon ICP. Pour répondre à cette problématique, j'ai fait venir la numéro 1 dans le monde. Je l'ai fait venir des États-Unis pour venir. En et Concorde. sur scène, par exemple. Et sur scène, c'est moi avec elle. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ça, c'est trop bien. En fait, c'est moi qui organise le truc, c'est Bren des Bulldozers, c'est moi sur la scène avec elle, c'est moi qui lui pose la question, c'est elle qui anime le workshop, blablabla. Quand les gens ils vont repartir du workshop et qu'ils vont dire j'étais à un workshop de zinzin, ah ouais, c'était quoi ce truc? Ah bah c'était le machin organisé par Bulldozer. Point. Tu vois, d'un point de vue crédibilité. Et puis les 50 invités, du coup, tu les as régalés. Et en fait, dans leur échelle de valeur perçue, t'as encore gagné des points, quoi. Tu vois, sachant que là-dedans, encore une fois, il y a le côté aussi communautaire. Tu vois, limite, tu vois, j'allais dire que ma dernière question, c'était l'event. Mais tu vois, même limite, la dernière brique aussi après l'event que je verrai chez toi, c'est le côté, du coup, communauté. Demain, en fait, tu pourrais faire la plus grosse communauté de CMO en France. Alors peut-être qu'elle existe déjà quelque part, mais ou alors des communautés de growth, pareil, il y en a beaucoup. Mais en fait, ce serait presque la dernière, on va dire la dernière bille de ta Disney Map média communauté, quoi. Complètement. Et donc tu vois, ce type d'événement, moi aujourd'hui, je fais vraiment des choses qui ont pour double intérêt apporter de la valeur à mon ICP. Et me crédibiliser. Alors évidemment, si moi j'apporte de la valeur à mon ICP, je vais me crédibiliser, tu vois. Mais c'est que ça en fait mon game. C'est que ça. Parce que aujourd'hui, encore une fois, mon audience, c'est peut-être 3000 personnes en France. Ouais. Ce que je veux, c'est que ces 3000 personnes, le premier truc qu'elles fassent quand on leur dit « Ah, mais tu connais pas quelqu'un, machin », tu connais pas les gars de Bulldozer, mais c'est des malades, ces gars-là, ils font du contenu, mais j'ai jamais vu ça de ma vie, tu vois. Moi, mon objectif, mon jeu à moi sur le contenu, c'est celui-là. C'est ça, et qu'en fait, et qui t'est connu, peut-être qu'ils suivent tout ce que tu fais. Il y en a qui te connaîtront du podcast, il y en a qui te connaîtront de l'événement. Peut-être qu'ils vont te connaître avec l'événement parce que il est venu, parce que comme tu disais, les pairs entre eux, ils se parlent. Hein. Il y a forcément quelque part un WhatsApp ou un Slack où la CMO de Uber, de Airbnb, de Payfit, de Algolia et tout, ils sont tous. Et en fait, à un moment donné, quand t'as mis un pied dans cette zone-là et qu'ils t'ont identifié comme étant un crack dans le domaine, bah ça peut aller très vite. Mais c'est ça en fait, c'est tout ce travail de fond et d'investissement, de contenu, de crédibilité, de notoriété et d'expertise que tu fais. En fait, c'est à ça que ça va servir sur le long terme, quoi. Exactement ça. Écoute, Jordan, je pense qu'on a fait un super bon tour. Franchement, moi, je pense que, tu vois, je réécoute pas souvent les épisodes, mais là, tu vois, des fois, j'essaie de prendre des notes, mais je me suis dit, bon, en vrai, le coup du clavier en fond, ça va pas aller aux gens. Je pense que cet épisode-là, je vais le réécouter pour m'en faire un petit PDF perso. Peut-être que du coup, je partagerai. On verra. Bah, ouais, oui, en vrai, même. maintenant, je suis un peu moins fan, mais bon, ça marche toujours, donc des fois, on peut un peu en abuser, quoi. Mais en tout cas, merci pour la petite masterclass Merci à toi. encore une fois que t'as donné. Franchement, tu vois, moi, je dis souvent de LinkedIn que j'utilise beaucoup comme un outil parce qu'il y a vraiment peu de comptes que je suis vraiment. J'ai quand même bien fait le ménage dans mon feed, mais en tout cas, toi, tu fais partie de ceux que je lis beaucoup. Ah, ta fille qui fait une petite entrée. Attends, Moi aussi, alors tu vois, franchement, mais moi, je suis hyper étonné. J'ai la fille qui, il y a 5 minutes, est venue me voir. Je me dis, ah putain, elle veut un truc ou quoi. Elle était juste en train de me dire qu'elle a été slavée. Et là, tu vois, je la vois en pyjama juste à côté de moi, alors qu'il est 18h. Donc, franchement, je suis hyper épaté par ce qui vient de se passer. Mais voilà, écoute, c'est les aléas ma fille, tu vois, du qui direct. débarque en me disant, ma fille qui débarque en me disant, mais t'as volé toutes les framboises parce qu'on a un framboisier dehors et il s'avère que c'est pas moi, donc on nous a volé nos framboises. Voilà. Ah putain, mais alors là, mais tu sais que là, du coup, ça va être le mystère. On ne saura pas qui a putain de piqué les framboises, quoi. Non, on saura pas. Et les gens maintenant savent que je dis des gros mots juste à côté de ma fille. Honte à moi. Exactement. En tout cas, merci beaucoup Jordan. Merci beaucoup Merci aussi à ceux qui ont écouté jusqu'au bout. J'espère que vous avez encore une fois kiffé cet épisode. Encore une fois, comme je pense qu'il sortira en août, on va souhaiter à tout le monde un bel été. Reposez-vous bien. Revenez plus fort à la rentrée. Les petites mentions légales de fin d'épisode, évidemment, si vous écoutez sur YouTube, abonnez-vous, mettez un petit like. Ça m'aide énormément à être toujours mieux référencé et à donner un peu plus de force pour créer toujours plus de contenu pour vous tous, hein, évidemment. Et évidemment pour nous aussi. Si vous écoutez sur les plateformes audio, pareil, un petit abonnement et surtout une petite note 5 étoiles des familles, ça fait toujours plaisir.
Et sur ce, je ne vais pas vous embêter plus longtemps. Encore merci à toi Jordan, merci à vous tous d'être merci tout le toujours monde. plus nombreux à nous écouter et à bientôt sur La Chapelle Radio. Je vous embrasse. À tutti.